Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre télé. Bref, aucune raison si vous passez à côté. Et au programme, ce soir, on va parler environnement avec l'association One Person for the Planet, un réseau mondial qui donne de la voix et des crédits pour la sauvegarde de notre environnement. Puis, vous le savez sûrement, nous sommes en plein cœur de la saison des festivals de films de montagne. C'est également le cas sur les bords du lac d'Annecy avec le festival Femmes en montagne qui débute demain. On en reparle d'ici quelques minutes. Et enfin, nous recevrons Armel Solélac, co-auteur de l'ouvrage sobrement intitulé Management et marketing des stations de ski. Bref, tout un programme. Bienvenue à toutes et à tous. Et on commence comme chaque soir avec les titres de l'actu. Et ce soir, c'est Clémence qui est aux commandes. Salut Clémence. Salut Manu. Ça va ? Ça va bien et toi ? Bah, plutôt pas mal. Écoute, ça sent la fin de semaine gentiment. Donc, Gentiment mais sûrement. Gentiment mais sûrement, c'est exactement ça. Avec toi, d'ici une petite demi-heure, dans le JT, on va parler d'une collecte. Oui, c'est la Banque Alimentaire. Elle fête, soit dit en passant, ses 35 ans. Et la collecte a commencé ce jeudi. Nouveauté, cette année, les pharmacies sont partenaires de la collecte de la Banque Alimentaire. Et plus que jamais, la banque a besoin de produits d'hygiène, de première nécessité, d'hygiène pour femmes et de puériculture. C'est ce qu'on verra dans le JT. Reportage complet, Sébastien Germain. Et puis un passage à niveau qui inquiète. Oui, c'est le passage à niveau numéro 49 à Villagrand qui inquiète les parents d'élèves du collège et lycée Saint-François, le Juvénat, qui est juste en face. 1500 élèves traversent chaque jour obligatoirement ce passage à niveau. C'est une grande inquiétude, un passage à niveau d'ailleurs jugé dangereux. On va le voir aussi dans le JT, c'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Le pont complet, 18h30, restez là au rendez-vous. Merci beaucoup Clémence. Je te laisse finir de te préparer, j'imagine qu'il y a encore un petit peu de boulot. Et puis on enchaîne avec notre première invitée que j'accueille sur ce plateau. Isabelle Susini est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Donc vous faites partie du collectif One Person for the Planet, 1% pour la planète en français. Oui. Une association, enfin un réseau mondial, on peut le dire, créé en 2002 et qui se veut prôner une vision d'avenir dans lequel l'environnement n'est pas forcément le parent pauvre de la philanthropie. C'est le cas encore aujourd'hui ? C'est complètement le cas. La protection de l'environnement reçoit uniquement 7% des sommes dédiées à la philanthropie. Donc c'est vraiment rien. Surtout comparé aux enjeux auxquels on fait déjà face et auxquels on va faire face. Donc c'est vraiment le parent pauvre et c'est très disproportionné par rapport à la place que la protection de l'environnement prend dans les médias et même dans nos cœurs, on va dire. Donc c'est très peu financé. Donc nous, c'est notre cheval de bataille, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de sommes qui aillent à la protection de l'environnement. Pour ceci, vous êtes organisé justement avec 6 grandes causes que vous défendez. Et à partir de là, ce sont finalement des mécènes ou des entrepreneurs qui peuvent choisir de vous aider, de nous aider. En fait, le principe du 1%, c'est très simple. C'est s'adresser à un bras de levier qui est important, qui sont les entreprises, et les convaincre de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et contre quoi elles peuvent afficher le logo 1% qui peut permettre de les différencier des autres entreprises. Donc elles affichent le logo 1%, elles donnent surtout 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales, puis après elles choisissent l'une des causes ou les 6 grandes causes environnementales vers lesquelles elles vont flécher leur 1%, soit via nous en tant qu'organisme à but non lucratif et d'intérêt général, soit elles font la donation en direct auprès d'associations qu'on a présélectionnées. Nous, en fait, on est une sorte d'organisme qui présélectionne les meilleurs projets environnementaux. On a 500 associations françaises qui sont réparties sur tout le territoire, qui sont agréées 1% et qui reçoivent ce 1% généré par les entreprises. Alors, ce qui fait aujourd'hui un cercle très très vertueux qui ne cesse de s'agrandir. Aujourd'hui, on en est où ? Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs qui font partie de ce maillage territorial au niveau français déjà ? Alors, aujourd'hui, on vient de passer le cap des 400 membres. On doit être à 404 membres aujourd'hui. Ça va très vite cette année. On double en fait. On double chaque année. On était 200 au début de l'année 2019 et donc on vient de doubler. Donc heureusement, on sent un vrai frémissement et un engagement de plus en plus important des entrepreneurs.
Et c'est nécessaire. La démarche, elle avance petit à petit. La prise de conscience des entrepreneurs, j'imagine qu'on n'a plus la même réaction par rapport à il y a 10 ans. Vous attendez encore beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de mécènes qui viendront vous rejoindre, on l'espère. Ah ben le ciel est la limite, il n'y a pas de limite. Et notre credo, c'est que tout le monde a 1%. Donc 400, on est content, mais c'est rien par rapport au potentiel et au nombre d'entrepreneurs et d'individus qui peuvent donner 1%. Il s'agit là d'un réseau mondial. Comment on arrive à finalement œuvrer dans un territoire, dans un pays, même dans un département, alors que finalement il y a un réseau mondial, des actions internationales qui sont menées. C'est possible d'exister, de faire valoir sa place finalement ? Bien sûr. Après, c'est vrai que chaque entreprise ou chaque individu peut avoir un centre d'intérêt. Il y a des entreprises qui vont vouloir faire de la reforestation en Amérique du Sud ou en Asie. C'est leur choix. Et puis d'autres qui vont vouloir faire des opérations de protection de l'environnement en local. Chacun a sa propre sensibilité. Donc, c'est pour ça qu'on a un panel assez large d'associations avec différentes thématiques environnementales. Ça va de la santé et environnement à l'éducation pour les enfants. Enfin, c'est très large. C'est toujours l'environnement, mais c'est très large. Donc, on peut faire très bien un filtre thématique et ou géographique et prendre des associations très locales. Alors aujourd'hui, vous menez des actions régulières, un petit peu tout au long de l'année, mais notamment, il y en a une qui va, j'imagine, commencer demain, le Black Friday. Vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, oui et non, en fait. De temps en temps, on prend la parole sur des thématiques, et donc notamment le Black Friday ou la Journée de la Terre ou les Journées de l'Océan, etc. C'est des bonnes raisons de prendre la parole pour inciter, on va dire, notre communauté à se poser les bonnes questions, même si notre communauté 1%, elle est quand même très sensibilisée, forcément. Mais ça permet d'avoir une résonance et d'appuyer, entre guillemets, là où ça fait mal. Donc, effectivement, le Black Friday, c'est une journée de surconsommation plus. C'est sauter sur des promotions. Et donc, on sait que la consommation de biens est une des causes du réchauffement climatique, par exemple. Donc voilà, c'est une prise de parole et on va surtout, dès la semaine prochaine, enclencher plutôt sur le don, parce que le mois de décembre est traditionnellement un mois vraiment dédié au don, parce qu'il y a l'année fiscale qui se termine. On a évidemment tout ce qui est déduction fiscale, c'est jusqu'au 31 décembre. Et le plus difficile, que ce soit pour un individu ou une entreprise, c'est de savoir à qui donner. Donc nous, on va vraiment donner des conseils pour déjà, inciter à donner pour l'environnement en répétant que c'est toujours la cause qui est très peu soutenue, et puis donner des conseils sur les thématiques à soutenir. Donc ça s'appelle le Giving Tuesdays. Giving Tuesday, c'est mardi prochain, et nous, on va continuer ça tous les mardis jusqu'à fin décembre. Sachant qu'il y a un gros ancrage local, on le disait, avec la sphère au Savoyard qui est très réceptive à One Person for the Planet. Je disais justement que le futur hôtel, le Pélican, qui était anciennement les anciens hospices d'Annecy, vont devenir le premier hôtel à faire partie de ce collectif. Absolument. J'imagine que c'est un gros pas en avant pour vous. Absolument. Enfin, c'est vrai qu'il y a des secteurs comme ça qui sont assez peu représentés. On va dire l'hôtellerie et l'hôtellerie de luxe, c'est très peu représenté. Donc le Pélican est le premier. Il y en a un autre en Bretagne qui a rejoint juste après. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un qui rejoigne dans un secteur pour que ça puisse entraîner d'autres du même secteur. Donc c'est bien. Mais après, nous, on a un ancrage local parce qu'on est basé en Haute-Savoie, on est basé à Bluffy. Donc on arrive à convaincre plus d'individus et d'entrprises qui sont dans notre sphère d'influence, si on peut dire. Alors comment ça se passe? Si on a des entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent eux aussi donner 1% de leur chiffre d'affaires à la bonne cause, à la planète, il faut aller vous voir dans vos locaux. Vous avez un site internet, comment ça se passe? Alors idéalement, allez plutôt sur le site internet 1%fortheplanet.fr, et tout est expliqué, plus un onglet pour devenir membre. Et puis sinon, après, on prend rendez-vous. Voilà, on sera ravis. Eh ben, le message est passé. Vous aussi, à l'occasion de Noël, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. Et demain, c'est pas grave, ce sera quand même l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle, d'être passée nous voir. Bon courage pour cette période faste qui s'annonce. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Puis j'appelle tout de suite notre deuxième invité, Léo Wattbled. Bonsoir, Léo. Salut. Merci d'être là. Alors, toi, tu es l'un des organisateurs du festival Femmes en montagne. Oui, c'est ça, c'est un festival là, qui va se dérouler à partir de demain dans la région annécienne, donc demain jusqu'à dimanche, un festival de films spécial
pour les femmes. En fait, on va présenter des films réalisés par des femmes ou sur des femmes qui traitent de la montagne, qui traitent du sport, mais aussi de la culture en montagne. Oh, c'est assez vendeur. Des jolies femmes, des jolis paysages, un petit peu de sport disséminé là-dedans. Ça surfe un petit peu sur la vague de tous les autres festivals de montagne qu'on a l'habitude de voir qui sont installés depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à lancer ce festival? Alors nous, ça vient d'une démarche en fait qui est assez longue, puisqu'en fait on a commencé par créer un blog il y a 4 ans de cela, qui s'appelle On n'est pas que des collants, qui est maintenant une association. Donc sur ce blog-là, on répertoriait un petit peu voilà, toutes les actions qui étaient faites par des femmes sur des femmes. Après, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait dans les grands festivals et les grandes tournées qui tournent dans les cinémas donc, conventionnés qu'il y a beaucoup de films qui sont sur des experts et des hommes en montagne et qu'il y avait peu de place pour la médiatisation du sport féminin. Du coup, ensuite, on s'est mis, nous, derrière la caméra, on a réalisé des films donc, avec Tania Naville, qui est à la deuxième comparse de l'association On n'est pas que des collants. Donc, on a réalisé 3 films qui s'appellent les Women's Chemo Project, qu'on a proposés dans les festivals. On les a fait tourner ensuite dans des salles de cinéma, dans des tournées qui s'appelaient Femmes en montagne, déjà. Et cette année, on s'est dit, pourquoi pas transformer cette tournée en un festival dans lequel on pourrait voilà, demander à des gens de postuler, que ce soit des amateurs ou des professionnels, pour montrer des films qui ne sont pas forcément montrés dans les grandes tournées voilà, nationales ou internationales. Alors c'est vrai que ça a commencé justement il y a un petit moment avec les Women's Chemo Project qu'on a accueilli d'ailleurs sur ce plateau. On salue Laetitia qui est passée sur cette même place. Aujourd'hui, il y a un côté un petit peu mode, un petit peu on surfe sur la tendance. C'est une nécessité ou on se place un peu entre les deux? Bien, en fait, on se rend compte que même si là, maintenant, ça devient de plus en plus commun de parler de mixité et de parler en fait de femmes et de pratiques féminines du sport, on se rend compte que dans les discours, ça devient de plus en plus normal. Mais par contre, dans les faits, je pense qu'il faut continuer à appuyer pour pouvoir montrer. En fait, il y a plein de productions qui sont faites, il y a plein de gens qui permettent voilà, d'inspirer des femmes à aller faire du sport en montagne, de faire de l'activité physique en montagne, et pas forcément toujours s'orienter sur les expertes en montagne. Parce qu'en fait, on a des fers de lance, on a des gens qui sont hyper forts. On pense à Marion Poitevin, on pense à Laetitia Roux, on pense à Liv Sansoz. Mais ce qu'on veut aussi voir, c'est des gens qui font de la montagne comme nous toute l'année. C'est-à-dire, on va aller faire du ski de rando. Quand on fait du ski de rando en montagne, on ne fait pas du ski de rando entre garçons ou entre filles. Quand on va au départ du Sulins ou de la Tournette à Annecy, le dimanche matin, il y a autant de filles que de garçons. Et nous, c'est la montagne qu'on veut montrer aussi. Donc je pense que c'est important de le montrer. Alors justement, vous me coupez l'herbe sous le pied. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films, il y a plus d'une quinzaine de films donc, qui vont être diffusés sur 4 cinémas entre Annecy et Talloires. Ça a été dur de trouver plus d'une quinzaine de films comme ça? Non, on a dû... il y a eu de la sélection du coup? Ah oui, il y a eu de la sélection. Donc on a eu 30-35 films qui ont postulé. C'est pas mal pour une première édition. Donc de manière internationale, on avait fait une ouverture internationale. Après, on a eu un comité de sélection du coup qui a sélectionné les films qui étaient le plus en adéquation donc avec les valeurs de l'association et puis les valeurs de médiatisation du sport au féminin. On a aussi bien des films réalisés par des professionnels sur des femmes qui sont voilà, des fers de lance aussi. On a Marion Aherty qui va venir présenter In Situ et Naked. Mais on a aussi des films sur des accouchements au Pérou. De femmes avec le film s'appelle Corde. Donc on a réussi à faire un panachage, pas que de l'expert, pas que des images de sport, mais aussi voilà les images de montagne et les images voilà qu'on aime bien voir au cinéma. Bon, j'imagine qu'à la base, si vous avez choisi le film, c'est parce qu'il y a eu le coup de cœur, qu'il y a eu la petite étincelle. Il y a toujours quelque chose justement qui vous a séduit dans chacun de ces cours? Oui, c'est ça. En fait, nous, parfois, ça va être la performance sportive qui va nous intéresser. Comme là, on a vu des images de kayak. Donc, il y a Nouria qui est partie au kayak, traverser le Ladakh en kayak. Donc, ça, c'est de l'extrême. Elle est partie toute seule avec son kayak, sa GoPro et traverser le Ladakh en kayak. Après, on a une association qui va aller au Mont-Rose avec des femmes qui sont en reconstruction après un cancer du sein. On a toujours quelque chose, soit c'est la cinématographie parce qu'il y a des belles images, des choses très joli à montrer, soit le fond est très intéressant, soit il y a les deux parfois, et ça sera au jury ensuite de
voilà, de le départager aussi. Bon, maintenant qu'on a bien vendu l'événement, que beaucoup de personnes, je suis sûr, qui nous regardent veulent y aller, il reste toujours des places? On peut venir ou... Oui, oui, il reste toujours des places. Elles sont en vente donc, sur notre site internet. On n'est pas que des collants. Il y a une rubrique dans laquelle on peut acheter les places. Il faut se dépêcher parce que là, en fait, plus l'événement arrive, on a de moins en moins de places. Venez aussi sur place parce que du coup, sur place, on pourra vous vendre aussi des places. Dernière petite question en ce qui me concerne. Comme tu le disais, on parle performance sportive, mais également esprit d'équipe, culture. C'est des thèmes qui vraiment vous ont séduit, qui étaient importants finalement de montrer, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas forcément que de l'exploit, que de la personne ultra médiatisée, sponsorisée, qui peut faire des exploits ou des aventures au sens large du terme. Donc, on peut voir des kidam aussi, des belles histoires. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Nous, c'est vraiment notre leitmotiv. Notre association est faite que de bénévoles. On n'est pas brandé, on n'a pas une marque qui nous suit précisément. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un panel très large, de montrer des histoires, de montrer la montagne dans son entièreté, en fait. Monter la montagne dans son entièreté et de raconter des belles histoires, d'aller chercher, un projet qui s'est monté entre copains, entre copines, à côté des grosses productions. Bon, merci en tout cas Léo pour toutes ces réponses. Je te garde encore quelques minutes puisque c'est notre traditionnelle revue de presse et je vais te demander ton avis dans quelques secondes. Et pour cet premier article, j'ai décidé de m'intéresser à un article de nos confrères du Progrès, donc dans l'Ain, qui font un article sur un autre festival qui commence également ce 25 novembre. Il s'agit de Fais pas genre, c'est à Belay, dans l'Ain. Le rendez-vous a pour vocation de déconstruire les stéréotypes. C'est organisé par l'association, entre autres, une association d'éducation populaire qui est depuis peu devenue aujourd'hui un organisme de formation référencé sur Datadoc. Donc, on pourra y voir notamment des animations, des expositions, des films et autres de conférences. Des festivals comme celui-ci, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui s'engagent pour un thème, pour une cause. Comment vous le voyez? Est-ce que c'est de la concurrence entre festivals? Est-ce que c'est de la bonne entente avec justement un but commun? Je pense que de toute façon, on ne se marche pas sur les pieds, puisque on voit bien que nous, on est autour d'Annecy. Eux, du coup, ils sont vers Belay. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des initiatives comme ça qui permettent aux gens autour de ces festivals-là, d'aller dans ces festivals pour voir des choses. Et le fait que ça soit un peu disséminé partout, c'est très intéressant. Et du coup, on n'est pas du tout en concurrence avec ces gens-là. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir des choses qui se font par des associations, par des gens qui veulent développer des choses et qui finalement font aussi mettre leur petite pierre à l'édifice sur la déconstruction des pensées qui seraient un petit peu stéréotypées. Déconstruire les stéréotypes, c'est très bien. Alors justement, même si le festival Femmes en montagne, c'est une première édition, est-ce qu'après on commence déjà à avoir des idées pour la suite, voire pourquoi pas à l'image entre autres, devenir un organisme de formation référencé ou autre on imagine le futur déjà? Alors nous, dans le futur, ce qu'on aimerait bien, c'est peut-être re-réaliser des films. Puisque du coup on avait réalisé les Women's Chemo Project et vraiment on trouve que c'est une aventure qui est intéressante et je pense que réaliser des films ou alors aider des projets à se réaliser. Je pense notamment au groupe alpin féminin de Haute-Savoie qui va partir au Kenya l'été prochain et on risque peut-être de les aider à construire leur film, qu'elles réalisent elles-mêmes le film mais tout en étant nous adossés à nous en fait et qu'on les aide pour réaliser ce film-là, qu'elles le projettent après dans des salles. Allez, une petite deuxième revue de presse si tu le veux bien. On passe un autre coup d'œil et une actu qui se retrouvera peut-être, pourquoi pas, on l'espère, en programmation à venir des femmes en montagne. C'est le projet un peu fou de deux grands noms de la très haute altitude, l'italien Simone Moro, le spécialiste des ascensions hivernales, accompagné de l'un de ses binômes de prédilection, sa compatriote Tamara Lunger. Ils veulent s'attaquer dans quelques semaines à la traversée hivernale des Gachères-Brumes. C'est l'une des entreprises les plus audacieuses sur des 8000, et ça c'est un certain Reynold Messner qui nous le dit. Ça correspond un peu à la ligne éditoriale, on est dans une cordée mixte, 50-50, des films aussi extrêmes que ça, mais avec des athlètes renommés, on peut imaginer dans les prochaines éditions? Bien sûr, tant que le propos pousse à montrer de la mixité dans le sport, nous, ça nous va. Après, c'est sûr que là, c'est de la haute altitude, c'est des choses qui sont extrêmes. On aime bien montrer ces choses-là, mais comme on le disait avant, c'est pas notre cœur de projet. C'est vrai qu'il y a les grandes tournées pour ça aussi. On aime bien en montrer, mais on aime bien montrer des choses qui sont aussi plus proches de nous.
Dernière petite question en ce qui me concerne, justement, aujourd'hui, on repousse encore un peu plus les limites de sport, de la sécurité, de l'extrême, des premières. Après les 8000, justement, maintenant c'est les 8000 en hivernal. Est-ce qu'il n'y a pas une petite déviance des pratiques ou justement le besoin de communication avec des rendus de films sur des expéditions qui ne seraient peut-être pas forcément très très médiatisées normalement? Comment on se situe par rapport justement à Femmes en montagne? Est-ce qu'il y a vraiment forcément des valeurs derrière un film ou un exploit en tant que tel peut avoir sa place? Je pense que quand on fait des films de montagne, on ne fait pas forcément ça pour l'argent et pour la médiatisation. Et après, c'est des expériences sportives. Quand on fait de l'athlétisme, on a envie de battre le record du monde du 100 mètres ou du saut à la perche. Quand on fait de la montagne, forcément, quand on veut repousser les limites, on doit aller dans des hivernales ou dans des faces nord. Et finalement, est-ce que la limite du sport, c'est, je sais pas, la montagne, c'est vraiment le risque fait partie complètement du sport. Mais d'un autre côté, c'est le sport aussi. C'est le sport. Voilà. Merci beaucoup Léo pour toutes ces réponses éclairées. Je te libère pour ce soir. Merci. À bientôt. Bon courage pour le festival qui arrive. Et j'accueille tout de suite notre dernier invité, Armelle Solela, qui est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Armelle, vous êtes la co-auteure de ce superbe ouvrage qui vient de sortir il y a quelques semaines, Management et marketing des stations de montagne. Tout un programme. Alors, je commence par la question un peu bête. Comment on en est venu à faire un ouvrage sur le management et le marketing des stations de montagne? Est-ce que c'est vraiment si spécifique que ça? Alors oui, c'est une industrie qui est très spécifique et en fait, à l'origine, j'ai eu la chance de faire un tour du monde des stations de montagne. Donc j'en ai visité 280 dans 27 pays sur 5 continents. Des vacances. C'est tout à fait agréable. Ça a été 2 années absolument merveilleuses. Et quand je suis rentrée, j'ai créé mes agences de marketing et de communication qui accompagnent les stations de montagne dans leur mise en marché. Et au bout de 12 ans, j'avais envie de partager cette expérience à la fois avec les élus, avec les dirigeants d'offices de tourisme, de sociétés d'exploitation de remontées mécaniques ou même les socioprofessionnels. Et j'avais aussi envie d'écrire le livre que j'aurais voulu trouver quand j'ai commencé dans cette industrie il y a 12 ans. Alors, il y a 12 ans, aujourd'hui, ça paraît presque loin. On le sait, les stations, le monde de la montagne évolue très très vite, ne serait-ce qu'au niveau climatique, au niveau technologique et même des modes de consommation. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, il restera finalement à la page combien de temps, ce livre, vous pensez? Alors, ce livre, il a été écrit en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'état des lieux de l'existant dans l'ensemble du monde. Et puis, il y a une deuxième partie qui est purement prospective et qui vise à présenter à quoi ressembleront les stations de montagne d'ici à 2035, voire même jusqu'à 2050. Alors on fait un état des lieux justement déjà historique sur d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Il est destiné à qui ce livre? Alors comme je l'ai dit, aux élus, aux dirigeants de stations, qu'ils soient dans les offices de tourisme, dans les remontées mécaniques ou ça peut être des socioprofessionnels, des habitants, toute personne qui s'intéresse en fait à l'industrie du tourisme en montagne. Alors on peut le trouver quand même dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Absolument. On le disait, Territorial Édition, ça a été simple pour vous de prendre toutes ces connaissances, toute cette somme de connaissances et en faire un ouvrage presque de poche comme ça? Alors non, il a fallu faire du tri, il a fallu faire des coupes bien évidemment, mais je ne l'ai pas écrit toute seule, je l'ai écrit avec Christopher Aubois qui est enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay et c'est lui qui m'a beaucoup accompagnée de façon très bienveillante dans la rédaction de ce livre et qui a amené aussi sa patte avec tous les éléments théoriques du livre. Après, c'est 12 ans d'expérience, c'est 4 mois de travail. Donc c'est à la fois difficile et puis en même temps on est soulagé quand c'est fait. Alors est-ce qu'aujourd'hui, je pose la petite question de curieux français lambda, mais est-ce que justement notre image ou notre idée qu'on se fait du ski en France, c'est la même partout à l'étranger? Ou concrètement il y a plusieurs modèles, plusieurs particularités, chaque station a son petit cas particulier? Alors c'est très variable d'un pays et d'un continent à l'autre, notamment parce qu'il y a des aspects culturels très forts. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, la culture maori est extrêmement forte et vous n'avez aucune remontée mécanique qui va au sommet des montagnes. Donc vous allez les trouver, elles vont s'arrêter quelques dizaines de mètres en dessous du sommet et c'est à chacun d'aller conquérir le sommet
de façon à respecter la nature qui est considérée comme une personne dans cette culture. Après, sur d'autres aspects, par exemple sur des aspects de nivologie, au Japon, la neige n'a pas du tout la même structure, voilà, la fameuse poudreuse du Japon. La Japopo. Mais en fait, elle a aucune cohésion, cette neige. Donc du coup, en termes de sécurité, de prévention des risques, on la traite pas du tout de la même manière. Et puis l'exposition, la pente n'est pas la même. Donc forcément, on ne gère pas ces stations de la même façon. Et puis entre les aspects culturels et les aspects de gestion, forcément, le résultat ne peut pas être le même. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des très bonnes pratiques qui sont développées dans chaque pays. Et c'est toujours agréable de pouvoir les adapter et finalement ne prendre que le meilleur pour s'améliorer, nous, en France, et devenir les plus forts à la fois en matière d'expérience pour le client, mais aussi en termes de fréquentation pour partager tous les bénéfices de la montagne avec l'ensemble des gens. Alors vous qui avez voyagé justement sur tous les continents, dans énormément de stations de ski, il y a des petites idées qu'on peut encore prendre à gauche, à droite, à l'étranger pour encore booster un peu plus nos stations de ski en France? Alors, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, plein d'initiatives. Moi, celle qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes celles qui sont liées au fait de sensibiliser les gens au ski ou de les resensibiliser, parce qu'on a parfois des clients qui sont venus skier puis qui ont arrêté pour tout un tas de raisons qui leur sont propres. Et en fait, notamment en Amérique du Nord, eh bien, on a tout un tas de programmes qui s'appellent les conversion programmes, comme ils disent, qui sont des programmes sur 3 ans qui visent à aider les débutants ou les gens qui veulent revenir au ski. C'est-à-dire que vous arrivez en station, vous dites que vous n'avez jamais fait de ski ou que ça fait très longtemps que vous n'en avez pas fait. Et il y a un programme pour vous où on vous offre la location du matériel, le forfait et les cours pendant une saison d'hiver. Et puis la saison d'après, vous avez, c'est un peu la phase de fidélisation où on vous propose le matériel, le forfait et les cours à 50% de réduction. Et la 3e année, puisqu'on travaille sur de la longue durée, la 3e année, on vous propose une réduction sur l'achat. C'est vraiment la phase d'amorçage, enfin de hooking, comme ils disent, où on accroche les gens définitivement. Et en fait, c'est aussi une phase d'autonomisation. Et donc, les gens achètent leur matériel, achètent leur forfait et achètent leurs cours avec une réduction autour de 25%. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces programmes de conversion, au bout de 3 ans, on a 25% des gens qui ont participé qui continuent et qui deviennent des skieurs réguliers. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que ça marche et surtout, on a une très grosse problématique actuellement avec le nombre des skieurs qui diminue. Exactement. Merci en tout cas Armelle d'avoir répondu à toutes nos questions. On le répète, si vous aussi vous êtes passionné ou tout simplement que ça peut avoir un intérêt particulier puisque vous travaillez dans les stations de ski management et marketing des stations de montagne, il est là pour vous. Merci beaucoup Armelle, je vous garde encore quelques secondes, juste le temps de conclure cette émission car oui, on est déjà à la fin d'Accès Direct. Tout de suite, juste après la pub, c'est le JT, restez avec nous, on se retrouve tout de suite.